Bonjour tout le monde. Nous allons sans tarder commencer le panel qui porte sur l'éducation et mendicité. Bon, le programme ayant largement été, nous avons été rattrapés par le temps et là je suis dans l'obligation de devoir jouer un peu au rôle de gendarme, ce que je n'aime pas du tout, mais bon, il le faut. Sans plus tarder donc, nous allons passer la parole à Dr Soukaina Ismahan. On commence par vous? Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est une féministe enragée qui assure la modération, donc je commence par donner la parole aux dames. Voilà, donc je rappelle que Dr Soukaina Ismahan Diop est psychologue clinicienne de référence à l'UCAD, où elle dispense aussi des cours, où elle est professeure, où elle est maître de conférence, c'est bien ça, Madame Diop. Et donc, elle va nous parler du thème suivant. Voilà, vulnérabilité et souffrance psychologique chez les enfants. Voilà, merci. À vous la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci à Khalia de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici. Je pense que c'est vraiment important que nous soyons tous rassemblés ici pour discuter de cette question essentielle. Je pense que Dr Khalia, comme a dit tout le monde, a bien raison de se pencher sur cette question et je pense que c'est une question essentielle qu'il faut répéter et qu'il faut que nous prenions tous nos responsabilités. Moi, j'ai été très émue de voir les vidéos, de voir toutes ces prises de parole et surtout les artistes prendre la parole également. Et je pense que cet événement-là, on ne devait pas le rater et j'espère qu'il va se reproduire à d'autres occasions. Merci. Ma présentation, comme l'a dit notre chère modératrice, je suis psychologue. Je suis psychologue clinicienne et j'enseigne à l'université Cheikh Anta Diop en tant que chercheur et en tant qu'enseignante au département de psychologie et aussi au département de philosophie dans lequel j'ai démarré mon enseignement à l'université. Mon sujet d'aujourd'hui porte sur vulnérabilité et souffrance psychique. Donc je m'intéresse aux différentes conséquences d'une situation de précarité extrême vécue dans l'enfance, non seulement sur le bien-être et la santé mentale d'un enfant, mais aussi sur le long terme. Comment est-ce que les personnes qui vivent des situations de vulnérabilité extrême pendant l'enfance emportent les séquelles pendant tout le reste de leur vie? Alors l'enfance, comme l'ont plusieurs fois cité différents membres de notre Assemblée, c'est un moment de construction psychique. Il y a des bases de notre personnalité qui se construisent pendant l'enfance. Et ces bases de personnalité, elles se construisent par rapport à des paramètres très précis, comme l'attachement, par exemple. La construction d'un lien est très importante pour l'édification d'une personnalité. Donc le lien d'attachement vis-à-vis des parents est essentiel pour la construction de la personnalité. Il y a un besoin de permanence dans ce lien, c'est-à-dire que la prise en charge des personnes, des enfants, tout au long de l'enfance, doit se faire dans la permanence pour que l'enfant solidifie sa personnalité, construise son estime de soi. Et ces éléments-là, c'est essentiel et on en a besoin pour construire une personnalité stable. Si jamais on est dans l'incertitude, dans l'insécurité par rapport aux liens, c'est-à-dire on ne sait pas qui sera là avec nous demain, on ne sait pas si on aura toujours accès à une sécurité demain, on construit une forme d'instabilité. Et on a tout le temps peur, parce qu'on ne peut pas se projeter sur l'heure plus tard, le lendemain, la semaine prochaine. Et cette peur, elle agresse la personnalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une forme de vulnérabilité où on a l'incapacité de se reposer sur quelque chose de stable pour avancer. Et un enfant qui se construit dans cette instabilité,
il n'a jamais la capacité de développer une estime de lui-même, c'est-à-dire l'estime qu'on a de soi, l'amour qu'on porte à soi-même. Le fait qu'on se dit qu'on est là, qu'on a des éléments pour se construire, ça s'obtient dans le regard d'autrui. C'est-à-dire que c'est parce que les parents aiment l'enfant, c'est parce que la famille aime l'enfant que l'enfant s'aime. Donc il développe son amour de lui-même par rapport à l'amour qu'on lui porte. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas développer d'amour pour lui-même. Un enfant qui est isolé, qui est abandonné ou qui est maltraité, il ne peut pas développer cette forme de préservation, de bien-être, de confiance en soi. La capacité à construire des relations stables, normales, basées sur des rapports d'amour, des rapports d'entraide, ça s'apprend. C'est parce que des personnes ont construit des relations stables avec vous que vous apprenez à construire des relations stables. Donc en fait, lorsque on met un enfant dans une situation de précarité émotionnelle, économique, physique, sanitaire, cette personne, elle ne sera pas capable de pouvoir naturellement construire cette relation-là de bienveillance vis-à-vis d'une autre personne naturellement. Ça va lui demander plus d'efforts qu'un enfant qui a obtenu cela. Donc, non seulement on met en danger l'intégrité psychologique, physique d'une personne, mais on met aussi en danger l'intégrité psychologique des autres générations qui vont venir après cette personne. Le cadre de la mendicité expose l'enfant à toutes sortes de sévices. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dans la rue, il est vulnérable à toutes les possibilités d'agression. Que ce soit le trafic humain, que ce soit le trafic sexuel, que ce soit la violence, que ce soit les agressions, que ce soit la manipulation, il n'y a aucune forme de sécurité qui préserve l'enfant de ces éléments-là. Et cette exposition aux maltraitances, elle augmente le risque de traumatisme. C'est-à-dire que pendant les premières années de la vie, lorsqu'on a un traumatisme, ça affecte la construction de la personnalité. Alors, tout le monde a beaucoup entendu parler du concept de traumatisme. On peut dire par exemple qu'on est adulte et on fait un accident de voiture et on est traumatisé par l'accident de voiture, donc on développe une forme de peur et on a peur d'être dans des voitures. C'est possible, mais ce traumatisme-là qu'on vit quand on est adulte, il n'affecte pas notre construction de nous-mêmes. On a peur des voitures, mais on reste nous. On a déjà construit cette base de personnalité avant de vivre cet événement. Et donc, lorsqu'on vit cet événement, il ne casse pas qui nous sommes. Il nous met en danger et on peut continuer à travailler, à vivre, à se reconstruire et revenir à une forme de bien-être. Par contre, lorsque ça se déroule dans les premières années de la vie, et on situe les phases les plus critiques entre, par exemple, 4 ans et 10 ans, pendant ces moments de la vie, lorsque l'enfant vit des traumatismes, ça affecte la construction de sa personnalité. Or, les enfants qu'on a dans les rues, ils sont dans cette phase d'âge-là. Ils ont entre 3 ans et 10 ans, la plupart du temps. Donc, ça veut dire qu'on empêche la capacité qu'ils auront dans leur vie à devenir des personnes stables. Donc, naturellement, ces personnes-là, elles seront plus aptes à développer des troubles mentaux parce qu'elles auront moins de base de stabilité psychologique. Et donc, on construit une société avec des personnes qui sont vulnérables, qui sont en difficulté, mais dans le même temps, on ne construit pas de mécanismes pour aider ces personnes à se reconstruire. Une grande partie des troubles de la personnalité qu'on observe dans la société sont dus à des traumatismes qu'on a vécus pendant l'enfance, pendant la petite enfance. Pourtant, lorsqu'on pense à donner de l'argent à un enfant dans la rue, on ne pense pas à l'ensemble de la situation qui a amené l'enfant dans la rue, d'une part, mais aussi, en dehors de la nourriture qu'on donne à l'enfant, on ne pense pas à la dimension psychologique de l'enfant parce qu'on n'a pas la capacité de prendre ces choses-là en charge. On n'a pas la capacité de tracer où l'enfant va après qu'il soit là devant nous. Donc, ça met en place toutes ces situations qui s'enchaînent et qui, on peut les prévoir, causent des troubles, causent des problèmes dans la société.
Et tous ces points de vulnérabilité, on a parlé, et je pense que mon collègue Samba parlera davantage de ça tout à l'heure, de ces zones de précarité ou dans lesquelles ensuite, par hasard ou par accident, on découvre un taux de criminalité, de maladie mentale plus élevé. Et on pense que c'est par hasard, ou que ce sont les mœurs, ou que c'est la société qui évolue mal. Mais en fait, on est en train de construire ces zones-là. Et on est en train de renforcer les conditions pour que ces zones existent. Et donc, dans ce mécanisme-là, finalement, personne n'y gagne. Je vais économiser un peu le temps de notre modératrice et conclure maintenant. Par rapport à tout ce que je viens de dire, je pense que ce qui est important à prendre en charge, c'est l'éducation. C'est-à-dire, pas nécessairement l'éducation des livres et de l'école, mais l'éducation, comme le fait Dr Khalia, des enfants sur leurs droits, mais aussi des familles sur leurs obligations. C'est-à-dire, ce n'est pas les enfants sont dans la rue, on peut les éduquer sur leurs droits, mais et pour cela, il y a besoin d'une application de la loi. Les familles, nécessairement, doivent être éduquées sur leurs obligations, leurs engagements. Pas seulement sur aujourd'hui, mais sur le long terme, sur les conséquences de leurs actions par rapport à ces situations, par rapport à ces enfants. Et la réalité du fait que demain, ce n'est pas une autre vie. Demain, on le travaille à partir d'aujourd'hui. Et on a beaucoup tendance dans nos sociétés à remettre à demain en se disant on verra ce qui va arriver demain. Sauf que ce qui va arriver demain, on le fabrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, docteur Soukaina Diop. Si je peux résumer brièvement sa pensée, elle est revenue sur le fait que l'enfant, la personnalité se construit à partir de l'enfance et que les troubles qui sont liés à l'enfance vont transcender au-delà de cette période. Parce que ça va non seulement affecter l'adulte que sera cet enfant, mais également les générations futures qui auront justement à être en contact avec cette personne qui a souffert de traumatisme de l'enfant. J'espère que j'ai bien résumé plus ou moins. Et que le Sénégal, de ce point de vue, gagnerait à s'occuper de ses enfants de la meilleure manière qu'il soit pour qu'elle ait moins de patience. Voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Fatou Dramé, Project Manager, spécialiste du genre, experte en genre au projet d'assistance technique à la mise en œuvre des réformes des instituts, des finances publiques. C'est bien cela, Madame. Voilà. Et là, vous allez nous parler d'une thématique assez particulière, à savoir pour une mise en place d'une centrale d'achat mutualisée, une réponse stratégique et solidaire à la mendicité des enfants au Sénégal. Vous avez 15 minutes, Madame Dramé. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci à Dr Khalia pour cette invitation. Alors, pour ajouter un peu à la présentation, je suis également sociologue spécialiste de l'enfance et je suis auteur du livre qu'on appelle Nandité, qui est un livre qui a été fait sur les enfants des rues, auquel plusieurs d'entre vous ont participé. Et c'est ce qui me vaut, je pense, aujourd'hui l'honneur d'être ici, ma faible connaissance un peu des enfants des rues, des enfants talibés, de leur trajectoire de rue, de leur vie dans la rue, de leur survie et des mécanismes qu'ils développent pour vivre dans la rue. Au-delà de cela, je suis également Yayudara, parce que j'ai une école coranique que j'ai ouverte il y a peut-être 3 ans et dans laquelle je propose une offre éducative de qualité, parce que l'idée, c'est de ne pas justement être simplement du côté de la critique, mais c'est d'être aussi du côté de la proposition des solutions innovantes. Ça, c'est une initiative personnelle sur laquelle je pourrais peut-être revenir avec des visuels authentiques pour vous montrer que l'on peut proposer quelque chose également
qui puisse satisfaire, voilà, qui puisse lutter contre la mendicité des enfants. Mais ça, je pourrais le faire après, vous pourrez voir les vidéos, les photos. Mais sur ce sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui, c'est non pas les solutions individuelles que nous développons comme la mienne, qui ont leur part également de réponse dans cette problématique, mais je voudrais me pencher sur une réponse innovante, mais une réponse collective. Alors, une réponse collective qui va s'enraciner dans les dynamiques locales de solidarité. Comment ensemble nous allons répondre à cette problématique-là? Est-ce que nous sommes capables de répondre durablement à ce phénomène-là? Et pour ce faire, qu'est-ce que nous devons mettre en place? L'idée, c'est l'idée de la centrale d'achat. Pourquoi une centrale d'achat au profit des daara? Et pourquoi je dis que ça s'ancre dans les valeurs religieuses de solidarité et que ça pourrait être une solution innovante au phénomène qui nous préoccupe tous? Parce que, comme je le disais, pour avoir travaillé sur cette thématique et pour avoir mis en place une initiative autour de l'enseignement coranique, ce dont on se rend compte fondamentalement, c'est que une des raisons explicatives, sans justifier cette pratique-là, pour cette petite expérience que j'ai sur la question de la mendicité des enfants, ce dont je me suis rendu compte, c'est que une des valeurs ou une des raisons, comme je disais, explicatives, mais qui ne justifie pas la pratique, c'est que les daara traditionnels manquent de ressources financières. Il y a une absence également de soutien institutionnel assez structuré. Il y a les infrastructures également qui sont inadaptées, les difficultés d'accès aux soins, à l'alimentation, etc. Bref, la prise en charge des enfants pose problème. Et les solutions que nous devons proposer devraient aller dans ce sens-là. Une centrale, pourquoi? Parce qu'une centrale permettrait de mutualiser, c'est une structure collective qui va essayer de mutualiser les besoins en denrées de première nécessité des daara adhérents. Adhérents, parce que c'est une structure qui va être formalisée. On adhère dans la centrale pour bénéficier des retombées de la centrale, mais une des conditionnalités, c'est qu'on ne fait pas mendier les enfants. Et la centrale centralise, comme son nom l'indique, les achats des daara adhérents pour pouvoir faire des économies d'échelle. Si vous centralisez les achats de denrées de première nécessité d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une centaine, ça dépendra du nombre d'adhérents, des daara, vous passez les commandes, vous faites des économies d'échelle. Et ça facilite la prise en charge des enfants en termes de nourriture, de denrées de première nécessité, de produits de soins, etc. Mais l'idée ne s'arrête pas là. Au-delà du fait que les daara peuvent être des bénéficiaires de la centrale, avoir ces produits-là à bon prix et avoir des économies, c'est également de faire en sorte que les daara soient des fournisseurs de la centrale. Et ça, comment ça se fait? Vous avez des daara qui sont dans des localités propices à certaines activités. Les daara qui sont dans les Niayes, par exemple, peuvent être fournisseurs de légumes. Parce qu'il y en a qui ont des jardins, il y en a qui font du maraîchage. Mais tout ça doit être organisé, doit être structuré. Vous avez des daara qui sont dans le bassin arachidier, qui quelquefois, ils sont obligés de venir dans les grandes villes. Mais c'est parce que là où ils sont, il y a des difficultés de commercialiser le produit ou alors de vivre de l'agriculture elle-même. Qu'est-ce qu'on fait avec la centrale? C'est que ces daara qui sont dans les zones agricoles également sont les fournisseurs de la centrale par rapport à ces produits agricoles-là. Le mil, l'arachide qui va être transformé, le théré qui va être produit à partir du mil, le maïs, etc. Donc les daara qui sont dans ces centrales, dans ces zones-là, deviennent des fournisseurs de la centrale et peuvent avoir également généré des revenus. Donc à la fois ils peuvent avoir des économies d'échelle sur l'acquisition de produits de première nécessité, mais également avoir des ressources pour avoir été cooptés comme fournisseurs de la centrale et faire des économies. Mais ça, pour le faire, il faut une dynamique collective pour pouvoir asseoir ce schéma-là. Et comment on va y arriver? Comme je disais, c'est une solution collective que nous mettons en œuvre. Je suis bien heureux qu'on ait présenté M. le maire comme étant un champion de la prise en compte de la petite enfance. Mais combien de mairies avons-nous? Combien de communes avons-nous au Sénégal? Nous avons 557 mairies. Où sont les autres maires? Que font les autres maires? Il y a tout à l'heure Dr Khalia qui a lancé un vibrant appel
pour dire répondez à cet appel de l'enfance, de la sauvegarde de la dignité humaine. Les autres maires, où sont-ils? Comment est-ce qu'on peut structurer cette organisation autour d'une centrale dans chaque mairie pour que le maire, les ONG, qu'elles soient locales, qu'elles soient internationales, qu'ils interviennent dans ce niveau-là. Les entreprises qui sont dans ce secteur-là également avec la RSE puissent appuyer un tel système d'approvisionnement des daras pour vraiment la prise en charge des enfants. C'est une solution qui est compatible avec nos valeurs religieuses également, parce que si nous canalisons la zakat, nous canalisons les sadaqat, comme disait l'autre, mais sarax boobu dafa dispersé, on ne sait pas où ça va. Mais si on canalise ça, boole ko zakat yi nga xam ne dañ ko war a génnee, boole ko zakat yi et les autres formes de dons qui existent que nous donnons, parce que ay jullit lañu ay croyants lañu. Mais comment est-ce qu'on va centraliser tout ça pour que ce soit plus bénéfique, qu'il y ait, tout en respectant l'intention de ces donateurs-là, qui est d'aller vers les enfants et non pas ce qui leur sert de bourreau. C'est une alternative crédible également, parce que pour qu'on arrive à mettre en œuvre, il faut des mécanismes de suivi qui soient opérants. Nous savons que ci xalé la jëm ci daara la jëm man nañ lañ koy wéccé ak bien-être xalé yi parce que ku ci bëgg bénéficier wu ku né da ngay nangu né la mendicité ne sera pas une pratique en cours dans votre daara et que les enfants et que vous justifiez du bénéfice que les enfants tirent des allocations qui vous sont faites à ce niveau-là. Mais pour ça, il y a beaucoup de préalables. On ne peut pas les mettre comme ça, hein, sinon ça va rester un vœu pieux. Un des préalables, doyen Mao, c'est la cartographie des daras, hein, doyen. Nous en parlons depuis 2010, depuis que moi j'ai commencé à travailler sur cette problématique-là. À l'échelle nationale, on tarde à avoir une cartographie des daras qui nous montre où sont les daras formels, les daras flottants, les daras, etc., etc. Mais à quelle échelle? Si on ne peut pas le faire à l'échelle nationale, pourquoi les mairies ne prendraient pas sur elles d'avoir au moins au sein de leur zone d'intervention, de leur périmètre d'intervention, une cartographie qui leur permette d'avoir une claire connaissance de qui est là, qui fait quoi, etc. La mobilisation des ressources, comme je disais, les entreprises citoyennes aussi peuvent être appelées pour pouvoir participer, les fondations islamiques, les partenaires internationaux qui également gravitent autour de la problématique de l'enfant, qui injectent beaucoup d'argent et pour autant, on a du mal à savoir concrètement quel impact tous ces fonds ont sur le devenir de ces enfants-là. La sensibilisation communautaire également. Les communautés ont une grande part de responsabilité à jouer à ce niveau-là. Mais les acteurs institutionnels, le ministère de la Femme, le ministère de la Famille, de la Protection de l'Enfant, de la Solidarité, également le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités territoriales, etc. Mais à chacun sa responsabilité. Les collectivités territoriales, quelle est leur responsabilité? Leur responsabilité serait de soutenir financièrement la mise en place de la centrale en l'intégrant dans leur plan de développement local. Ça, ce n'est pas encore le cas. Vous soutenez l'enfance, mais c'est des actions assez ponctuelles. Mais quand c'est intégré dans les plans de développement local, vous êtes sûr que ça aura plus d'impact. Mais également, les maîtres coraniques, quelle est leur responsabilité dans ce phénomène-là? Comment est-ce qu'on va les allier à la cause? Quelle responsabilité est-ce qu'ils vont devoir remplir? Ils vont devoir s'engager sur une réforme responsable de la protection intégrale des enfants. La protection des enfants leur incombe en premier lieu après les parents. Parce que c'est eux qui ont pris la responsabilité d'accueillir ces enfants-là. Les partenaires techniques et financiers, ils sont ici invités à appuyer cette initiative qui a un fort impact, qui peut avoir un fort impact social s'il est répliqué à plusieurs échelles. D'accord? Et nous, les citoyens, comment on appelle ça? Biscuit. Ne nous dédouane pas. Comme disait Khalia, nous sommes tous responsables et nous n'avons plus le droit de fermer les yeux. C'est pas parce que ça donne que qui n'est pas de sa donne. Et il se peut que nous répondions devant le Seigneur parce que fil nous fait que nous. Et l'État également, quelqu'un a interpellé l'État aujourd'hui. Je ne sais pas si les représentants de l'État sont là. Ils sont interpellés au point parce que les enfants sont des citoyens d'abord sénégalais. Et que donc, à eux, la charge d'ancrer cette politique-là
cette initiative-là dans les politiques publiques. On parle aujourd'hui de territorialisation des politiques publiques. La territorialisation de la politique de l'enfance également, ça va commencer par ça. L'État et ses démembrements. Qu'est-ce qu'ils vont faire et comment on va traduire à l'échelle de nos mairies, à l'échelle de nos départements, nos politiques de l'enfance. Parce que le niveau central a montré ses failles. Le niveau central n'est pas très opérant. Maintenant, au niveau, quand on parle de territorialisation des politiques, comment est-ce que cette politique de l'enfance, mise en commun avec la politique éducative, la religion, la protection de l'enfant, va prendre à bras le corps ce phénomène-là. Ça, il faut que nous y pensons, nous y penchons. Il faut dire que, comme je l'ai montré tout à l'heure, ces solutions ne fonctionnent que si on combine volonté politique, financement durable, engagement religieux et participation communautaire. Ça, c'est vraiment les préalables qu'il faut. Comme je disais tout à l'heure, il nous faut aller dans un mouvement d'ensemble. Il n'y a pas lieu de se jeter l'opprobre en disant c'est le rôle de l'État, ou l'État qui dit c'est le rôle des parents, les parents qui disent c'est de l'ordre du ministère de l'Intérieur ou de l'Éducation. Ce n'est pas le but. Le but, c'est ensemble comment nous allons co-construire une stratégie qui est à même de prendre en compte le devenir de ces enfants-là. Alors, pour les 3 minutes qui restent, j'aimerais humblement vous montrer quelques images de le Dara que nous avons mis en place. Je vais m'excuser auparavant de la qualité des images. Je n'ai pas la technicité de ma sœur Warha. Je n'ai pas les matériels assez sophistiqués également. Vous aurez compris que ce sera simplement des images authentiques. Voilà, un visuel brut pour vous montrer simplement ce que nous avons essayé de mettre en place. Alors là, ce sont les enfants dans le Dara. Le Dara s'appelle Dara Prestige Al-Kawsara, qui est situé à Kermassar. Donc nous accueillons des enfants, des filles et des garçons à partir de 5 ans, de 5 ans à 10 ans pour le Tarfiz. Le Tarfiz, c'est pour la mémorisation du Coran et nous sommes ouverts depuis 3 ans et nous voulons vraiment travailler à cela et nous voulons intégrer le français peut-être à partir de l'année prochaine. Alors, les enfants apprennent le Coran, la sociabilité islamique, mais surtout nous essayons de les mettre dans des conditions vraiment d'apprentissage optimales. Nous avons loué, vous avez vu les chambres climatisées avec un certain nombre de commodités que nous mettons sur place, avec tout ce que ça comporte comme voilà, logistique, etc. C'est extrêmement lourd comme dépense et on comprend que des initiatives comme ça ne courent pas trop les rues parce que c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour avoir l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, c'est très très difficile. En plus, trouver le personnel de qualité est aussi un autre challenge. Parce que très souvent, dans l'apprentissage du Coran, ce que l'on trouve, les enseignants ne sont pas formés à la psychologie de l'enfant, à la prise en compte de l'enfant en tant qu'être humain, aux droits de l'enfant, etc. Vous avez des enseignants qui sortent de la classe, pour jàngale. Donc, il n'y a pas de transition pour nous jàngal ko li nga xamné moy nu ñuy yoré xalé nu ñuy jàngalé. Vous voyez là le monsieur qui vient de remettre le prix, c'est un colonel de l'armée qui nous a fait confiance et qui a amené son enfant dans le Dara. C'était une cérémonie de clôture d'un camp de vacances parce que nous organisons annuellement des camps de vacances pour le Dara. Mais au-delà de l'activité d'apprentissage du Coran, nous avons aussi des activités extrascolaires, surtout du jardinage, du sport, des activités manuelles qui permettent aux enfants de s'épanouir parce que ce que nous voulons, c'est qu'ils comprennent que le Dara, ce n'est pas un lieu de réclusion, ce n'est pas un lieu de punition, mais c'est un lieu également de socialisation. Ils sont là pour apprendre leur religion, mais tout en s'épanouissant, tout en gagnant en dignité. Et les enfants que nous avons, celle-là par exemple, elle nous vient du Canada. Ses parents ont pris une année sabbatique pour nous l'envoyer, le temps qu'elle se socialise, qu'elle apprenne sa religion et qu'elle retourne. Nous avons très souvent des cohortes d'enfants qui nous viennent de l'extérieur, du Canada, de la France, de Belgique, etc., Maroc. Et là, vous voyez, c'est la chambre des filles, décorée avec des couleurs de filles, un peu pour agrémenter. Et c'est très attractif, ça plaît aux enfants, mais voilà, ils trouvent leur bonheur dans cela. Et la plus grosse dépense dans le Dara, ça va être la nourriture. Parce que nous voulons également donner de la nourriture de qualité à ces enfants-là.
Quand vous voyez les factures qui nous viennent du grossiste ou du marché, c'est effarant, mais c'est à ce prix-là peut-être qu'il faut pour pouvoir répondre convenablement à cette demande-là. Voilà un peu ce que je voulais présenter. Je n'ai pas trop pris de temps, j'espère. Oui, ça va, non. Ça va. D'accord. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame Fatou Dramé, qui est sociologue, et pour ramasser un peu ce qui a été dit ici. En fait, vous proposez une stratégie qui, à la longue, si elle est bien menée, on n'aura plus le droit de voir d'enfants dans les rues, normalement. Parce qu'en fait, et là, pour ce faire, vous interpellez les autorités étatiques, mais également les collectivités territoriales, l'ensemble des citoyens sénégalais qui doivent tous s'unir pour qu'on aille vers ces centrales d'achat et à la longue qu'il n'y ait plus d'enfants dans les rues, en tout cas au nom de l'apprentissage du Coran. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au professeur Samba Diouf. Monsieur Diouf est enseignant-chercheur au département de sociologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est professeur assimilé, mais en plus, voilà, il s'intéresse beaucoup à la famille, sociologie de la famille, un spécialiste de la sociologie de la famille et du statut de l'enfant. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur la migration des enfants talibés, le statut des enfants de la rue de Dakar, et vous êtes intervenu sur les facteurs, les origines et tout ce qu'il y a eu à faire, mais également vous encouragez des initiatives de promotion féminine. D'ailleurs, c'est ce qui vous sauve aujourd'hui. En faveur de certains départements à problème. Sans plus tarder, donc, je vais vous donner la parole pour intervenir sur le thème suivant. C'est migration des enfants de la migration des enfants de la rue à Dakar. Voilà, vous avez 15 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Fanta. Merci également. Bonjour à Soukaina, Fatou, également notre doyen Mao. Merci beaucoup. C'est Samba Diouf, enseignant-chercheur au département de sociologie à la faculté des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, encore une fois, merci à ma sœur Khalia. Merci pour l'initiative. Je rappelle que Khalia est une sœur. On échange beaucoup sur ces projets, les projets sur les oliviers, sur les enfants de manière générale. D'autant plus que je travaille sur ces questions-là. Mais également, merci à nos doyens, professeur Aïdara et professeur Tchoun. Merci beaucoup parce que, étant jeune étudiant au département de sociaux, parce que des fois nous avons des cours au BRGM, mais à chaque fois qu'on rencontre le professeur Abou Aïdara, il rigolait avec nous, il discutait avec nous, échangeait avec nous. Donc on était jeunes étudiants, lui professeur. Et ça nous a beaucoup marqué. Et je tiens aussi à le dire ici publiquement, professeur, merci beaucoup encore une fois. Franchement, nous avons beaucoup appris les discussions. Donc moi, je travaille beaucoup plus sur... je vais axer mon intervention sur la migration des enfants de la rue à Dakar. Je vais peut-être parler en Wolof et en même temps en français. Je vais faire les deux parce que la salle... en fait, il faut souligner que la migration des enfants de la rue n'est ni un phénomène récent ni un phénomène isolé. La plupart des enfants migrent avec leurs parents
Ces derniers sont de plus en plus nombreux depuis quelques années, il faut le dire à Dakar. On les nomme mineurs non accompagnés, parfois les enfants qui viennent sans leurs parents, ou les mineurs séparés, ou encore plus récemment le terme en anglais « Children on the Move ». Donc ce dernier prend en compte la grande diversité des enfants migrants, genre, âge, sexe, aspiration, etc. et regroupe des thèmes communs qui affectent la vulnérabilité et la résilience de ces enfants. Le Dr Soukan est revenu largement sur cette vulnérabilité-là. Pour ce qui est des appellations, il faut que les enfants également, il faut savoir que les enfants migrent rarement complètement seuls. Seuls, souvent, ils le font avec des amis ou avec des parents proches ou encore avec ce qu'on appelle les marabouts. Comme tous les enfants, ceux qui migrent bénéficient de la protection offerte par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, en vertu de son article 2, et s'applique à tout enfant relevant de sa juridiction. Ceci inclut que tous les enfants vivant sur le même territoire de l'État, y compris les visiteurs, les réfugiés, les enfants travailleurs, migrants et ceux qui sont en situation irrégulière. Il faut rappeler que le Sénégal est l'un des pays touchés par le phénomène de la vulnérabilité des enfants. Aujourd'hui, nous tous dans la salle, aujourd'hui, tous les jours, on voit des enfants de la rue. Tous les jours. Tous les jours, on voit des enfants de la rue, mais on ne se pose pas la question, parfois, d'où viennent-ils? Qui sont ces enfants-là? Où sont les parents? C'est tellement familier. Je l'ai vu te dire, le normal devient normal. Je ne sais pas ce que c'est Olof. Anormal. Hein? Dafa dem ba niroog lu jaadu. Voilà, lu jaaduwul dafa dem ba niroog lu jaadu. Parce que c'est familier, on voit tous les jours les enfants et maintenant ça fait partie du décor maintenant, du décor de notre vie quotidienne. Et pour nous, pour beaucoup de personnes, c'est comme si c'est normal. Et le film tout à l'heure, film réalisé par Khalia sur mort, on révèle quelque chose en fait. On parle d'enfants talibés, d'enfants de la rue, des jeunes garçons, mais maintenant on voit des jeunes filles. Des jeunes filles également qui tendent la main aux passants pour collecter de l'argent. Et moi, ma question, avec travers cette étude, je me posais la question, d'où viennent ces enfants-là? Qui sont-ils? Quelles sont les logiques en fait, qui sous-tendent la migration de ces enfants-là ici à Dakar? Et quelles sont les stratégies mises en place pour s'adapter à la réalité de la vie à Dakar? Donc nous avons utilisé une méthodologie qualitative, à savoir faire des entretiens pour comprendre le récit de vie de ces enfants-là. Donc je vais aller plus vite. Pour la situation maintenant des enfants de la rue, il faut dire que depuis la décennie 60, le Sénégal est resté confronté à une série d'événements malheureux comme tout, chez ceux des années 70, etc. Et d'ailleurs, son produit intérieur brut est resté relativement faible, soit $510 par habitant, et son indice de développement humain. D'accord, ça c'est le rapport sur l'indice de développement humain publié en 2009 par le Sénégal. En matière de protection sociale maintenant, le document de stratégie par pays nous informe que le Sénégal a opté pour une politique ayant pour but de conforter, si vous voulez, les mécanismes d'assistance sociale à partir d'un système de sécurité sociale. Madame Fatou a parlé tout à l'heure de sécurité, mais est-ce que réellement il y a une politique de sécurité sociale pour les enfants? Est-ce qu'il y a réellement une politique de protection sociale pour les enfants? Et je rappelle que les enfants ne sont pas tombés du ciel comme ça. L'enfant vient toujours d'une famille. Où est la famille? Où sont les parents? Quelle est la part de responsabilité des parents vis-à-vis des enfants? Les enfants, premières victimes, il faut le dire, de ce phénomène urbain, parfois se retrouvent alors privés de tout programme de sécurité sociale
ou de socialisation formelle, comme l'a dit tout à l'heure Mme Fatou, à raison de l'urbanisation parfois massive, et le problème de l'enfance en difficulté prend de l'ampleur à Dakar, et notamment au Sénégal de manière générale. L'enfant, comme je l'ai dit tantôt, bonheur et avenir de la famille en milieu rural comme urbain, peut devenir en ville une charge de plus en plus coûteuse et entretenir de plus en plus difficilement contrôlable. C'est dans cette perspective que nous avons mené notre étude à Yoff. Pourquoi Yoff? Parce que nous ne pouvons pas faire une étude exhaustive de toute la région de Dakar, ou bien nous avons ciblé donc la zone de Yoff. Pourquoi Yoff également? Parce que j'étais coordinateur d'un projet, une ONG qui se trouvait à Yoff, qui s'occupe en fait des enfants talibés, des enfants de la rue de manière générale, pour les prendre en charge sur le plan de l'éducation, notamment l'alphabétisation de ces enfants-là, mais également sur le plan de la santé. Étant donné que j'étais coordinateur, j'en ai profité également pour comprendre ces enfants-là. Et je rappelle que c'est difficile parfois d'avoir des informations dans les daras parce que c'est tellement hiérarchisé. Il y a le marabout, mais il y a également le grand marabout. C'est le grand marabout parfois qui donne l'ordre pour donner ces informations-là. Donc par rapport à cette étude que nous avons réalisée à Yoff, on remarque que la plupart de ces enfants viennent du monde rural, ça il faut le dire, avec plus de 92% des enfants que nous avons enquêtés qui sont issus du monde rural et 8% de Dakar. Quand je parle de Dakar, c'est la région de Dakar, notamment dans la banlieue. Donc ceci montre encore une fois l'importance du flux migratoire qui viennent dans les villes pour subvenir à leurs besoins. Il faut souligner que la plupart de ces enfants-là viennent souvent avec leur marabout, je l'ai dit tantôt. Marabout, c'est comme le professeur qui éduque, qui enseigne le Coran aux enfants. Mais également qui viennent des régions, ce que l'étude nous a montré, des régions comme Louga, Diourbel, mais également des pays de la sous-région comme la Guinée-Bissau. On n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent de la Guinée-Bissau et qui errent dans les rues de Dakar, qui errent tout le temps dans les rues de Dakar. Ce que l'étude a montré. Et également à Yoff, sur le léger de la migration de ces enfants-là à Dakar, l'analyse des entretiens requis sur le terrain auprès des enfants talibés, et je rappelle que ça a été un long processus, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a interrogé, parce qu'on s'est familiarisé, d'autant plus que je suis coordinateur de projet, donc on était en contact permanent avec ces enfants-là. Et si l'enfant n'a pas confiance en toi, il ne va jamais dévoiler Donc on a créé avec notre approche de familiariser avec les enfants, créer ce qu'on appelle une relation de confiance. Et dès l'instant que la confiance est installée, les enfants commencent à se lâcher pour dire ce qu'ils ont dit. Donc en fait, nos recherches ont montré que la prise en charge nécessaire à la protection des enfants pose problème à Dakar. Il n'y a pas une réelle politique de prise en charge de ces enfants-là. Nous avons constaté que cette situation a beaucoup entravé le développement psychologique de ces enfants. Dr Lena est revenu largement là-dessus. C'est dans cette perspective, parce que sur les verbatims, notamment sur ce que les enfants nous ont donné, exemple, je prends un exemple, OM, enfant âgé de 14 ans, un talibé âgé de 14 ans nous dit « Mes parents ont beaucoup d'enfants. » Je cite, « Mes parents ont beaucoup d'enfants. C'est une grande famille et mes frères sont partis aussi. Ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles de ma famille, depuis que je suis à Dakar. Depuis que je suis venu ici à Dakar avec mon marabout, je n'ai plus de nouvelles de mes parents. » Et tout à l'heure, Dr Soukana a parlé de l'aspect affection, l'affection des parents. Idem également pour AD, enfant âgé de 15 ans, talibé, qui nous dit, je cite, « C'est mon marabout qui m'a amené ici. Je ne connais pas mon papa. Et ça fait 9 ans que je suis là à Dakar. Je viens de la Guinée-Bissau et depuis lors, je suis là avec mon marabout. Tous les jours, je dois amener en moyenne 400 francs
pour le marabout. Je veux rentrer chez moi en Guinée, je n'ai assez de rester dans la rue ici à Dakar. Là sont les verbatims tirés, des données tirées du terrain, comme je dis, et par les enfants. Pour vous dire qu'il y a un réel problème sur le plan social, mais également sur le plan psychologique. Et les enfants souffrent en réalité. Ces enfants-là souffrent. Tous les jours, comme je l'ai dit, on voit ces enfants, mais personne ne dit rien. On donne 100 francs, on donne du lait, on donne des biscuits, et on dit, c'est bon, ma journée est... Voilà, j'ai donné 100 francs, donc ma journée est... Alors qu'en réalité, est-ce qu'on écoute ces enfants-là? Est-ce que parfois on leur donne la chance de s'exprimer sur leurs conditions de vie, sur ce qu'ils endurent dans la rue, dans les daras? Il ne faut pas se voiler la face. Nous savons tous que dans la rue, c'est la loi du plus fort. Et ces enfants-là se battent à longueur de journée. Et subissent parfois des sévices, des choses inimaginables. Il faut dire les choses. Ils se battent, ils se blessent. Il y a toutes sortes de violences exercées à l'endroit de ces enfants-là. Et ces déclarations également, combien de minutes? 2 minutes, ok, je vais aller plus vite alors. Nous avons essayé également d'interroger les marabouts, parce que comme je dis, quand vous faites une étude, il faut prendre en compte tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Nous avons interrogé également les marabouts. Et un des marabouts, Alpha M, âgé de 34 ans, nous dit c'est normal, on n'a pas de moyens pour prendre en charge ces enfants-là. Ils sont obligés d'aller dans la rue pour manger et apporter de quoi manger. Depuis le village, les parents nous les confient pour qu'on les éduque. Les parents nous les confient pour qu'on les éduque. Ils ne nous donnent rien du tout en retour. Raison pour laquelle, quand ils viennent ici à Dakar, ils sont contraints de manger dans la rue. Ils ont cours 2 à 3 fois dans la semaine et le reste du temps, ils sont dans la rue. Moi, personnellement, je sais que c'est difficile, d'autant plus que j'étais un ancien talibé. Mais je n'ai pas de l'aide pour prendre en charge ces enfants-là. Si le gouvernement pouvait nous aider, ce serait bien. Idem pour Alpha M également marabout. Je disais tantôt, un marabout également. Je rappelle que l'étude a été réalisée à Yoff, dans la commune de Yoff. Un autre marabout, Alpha M, 42 ans, nous dit « C'est difficile, mais on n'a pas le choix. Les enfants sont obligés d'aller dans la rue et ça participe aussi à l'éducation de l'enfant. Moi, j'étais talibé quand j'étais enfant. Je sais ce qu'ils endurent. Mais c'est bien car ça leur permet de connaître la vie, mais aussi et surtout de devenir un homme. Donc pour le marabout, il faut que l'enfant souffre. C'est leur point de vue. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais c'est la perception en fait. La souffrance fait partie en fait de l'éducation de ces enfants-là. Pour eux en fait. Donc, voilà ce que j'avais à présenter. Et comme nous l'avons dit sur Olof, moi j'exhorte les parents. Comme je dis, l'enfant est un don du ciel. Et que chacun d'entre nous a une part de responsabilité pour l'éducation de ces enfants-là. Merci, je vous remercie. Voilà, merci professeur Samba Diouf. Là, vous vous êtes intéressé à la migration des enfants dans les rues de Dakar et en faisant une étude scientifique, sociologique, qui consiste à prendre en compte l'ensemble des aspects. À la fois, vous vous êtes interrogé sur l'origine de ces enfants, mais également comment ils se comportent dans la rue, mais également les origines et les causes justement qui sous-tendent une situation pareille. Et là, vous dites que en fait, les autorités devraient tout faire pour mettre un terme à cela, parce que ça a été l'occasion pour vous de voir leur souffrance, mais également de voir ce que ces enfants vivent réellement.
et de manière factuelle. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au dernier intervenant. Il s'agit du docteur Mao Wan, socio-anthropologue. Voilà. Je fais la présentation ou je vous laisse vous présenter vous-même? Ah, voilà, d'accord. Donc, la parole est à vous. Vous avez 15 minutes, plus 1 minute supplémentaire pour la présentation. Moi, je m'appelle Mamadou Wan, je suis sociologue, mais là, c'est surtout mon chapeau de... J'ai été pendant 15 ans administrateur du programme de l'UNICEF pour la protection de l'enfant. C'est ça le plus important. Parce que pour moi, il y a la connaissance, mais il y a l'action. Et j'ai été le premier administrateur du programme protection de l'enfant ici au Sénégal en 1994, ce que je vous dis. Et on a adressé 7 questions. Beaucoup de gens parlent, etc. Oui, l'État n'a pas investi, les municipalités. Non, ce n'est pas la part de la réalité. L'État a investi des milliards. Je parle sous le contrôle de personnes qui ont eu à administrer des programmes. Les municipalités, pas mal de municipalités se sont engagées. Mais la question de fond, c'est pourquoi il n'y a pas eu de résultat. Les communautés se sont engagées. Je rends hommage au Ndeyudara à Saint-Louis. Je rends hommage à toutes ces femmes dans tous les quartiers qui ont essayé d'apporter des réponses avec nous en mettant en place des structures communautaires. Je voudrais, avant de continuer, rendre hommage aussi à Issa Saka qui est là. Je voudrais qu'il se lève un peu. Lui, il a travaillé à l'ONUDC. Et à l'époque, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Alia. On a mis en place le mouvement de la protection de l'enfant avec aussi Fatou Dramé. Il faut s'engager. Ce que j'ai retenu dans votre présentation, on aurait pu nous arrêter là, sans les panels, je vous dis la vérité. C'est la passivité de notre société. On s'accommode avec ce phénomène. Il faut dire la vérité. Les gens sont là, ils savent très bien, à côté d'eux, dans leur quartier, il y a des endroits insalubres. Et moi, je pense qu'il y a un fait, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Un marabout qui a enchaîné des talibés, pendant 1 mois, les enfants se nourrissaient de la nourriture des moutons. C'est l'exemple qu'on a atteint le fond de la déshumanisation. Et les gens, bon voilà, ça passe quelques jours. Quelqu'un, je ne sais pas, il y a le bal, on l'a accusé de violer des garçons. De violer. Et il est mort. Certains sont allés, se disent en marabout, du degue. L'islam, c'est la vérité. Ici, pourquoi les enfants? C'est-à-dire, la question qu'on se pose, nous ne sommes pas plus musulmans que les Indonésiens. Nous ne sommes pas plus musulmans que les Saoudiens. Nous ne sommes pas plus musulmans que les Chinois musulmans. Mais dans aucun pays au monde, on ne voit ce qu'on voit ici. Et ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est la justification de ce qu'on voit au nom d'Allah. Bakar, il faut vous le dire que commencer. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu tournes Yalla. Tu tournes l'islam. Chaque jour 500 francs. 500 francs, amoulon. Tu dis, amoul 500 francs. 500 francs, c'est colonial. Les sociétés traditionnelles, il n'y avait pas d'argent. C'est le capitalisme qui a inventé les rapports sociaux basés sur des monnaies, de la monnaie d'échange. Xale bu ñu torxal laaj ko téeméeri dërëm mag bi nekk foofu tëdd di wax turu l'islam foofu gis mu yori kurus sol ay mbaxane yu kenn xamul ngaraam bubu ba pare fu mu taxaw di laaj ay xale di daan seen doole. C'est le seul pays au monde pour s'éduquer. L'enfant doit
passé par un parcours de violence, de maltraitance, y compris de viols. Et la société est là. Il faut dire la vérité. Je n'ai pas dit que c'est toute la société. Mais on s'accommode de ça. Il est temps de se révolter. Donc, pour revenir, moi, je vais terminer par là parce que je vais envoyer à Khalia ma présentation. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Je te prends à témoin. C'est moi qui ai conduit l'étude sur la cartographie des écoles coraniques dans la région de Dakar. Où on a trouvé qu'il y a 30 000 enfants qui mangent quotidiennement, tous les jours, minimum 9 heures de temps. Des enfants qui couchent dans des maisons sans toit. Des enfants qui se couchent dans les maisons sans toilette. Des enfants qui sont là pendant 1 mois d'une sangou. Tu vois, des trucs comme ça. Et la société, oui, etc., etc. Non. Les lois existent dans ce pays comme réponse. Moi, je ne parle pas des enfants des classes moyennes qui envoient leurs enfants dans des daras modernes où on paye 100 000 francs. 90% des Sénégalais n'ont pas 50 000 francs par mois. Mais leurs enfants ont droit à l'éducation, y compris l'éducation religieuse. Et c'est la charge de l'État public d'assurer l'éducation de tous les enfants, y compris l'éducation religieuse. Cet État qui est incapable de le faire, c'est un État qu'il faut destituer. Parce que la responsabilité de l'éducation de nos enfants, avec l'argent payé par les Sénégalais, l'argent, les deniers publics, nous avons détourné dans ce pays, on vole des milliards. Mais pourtant, les enfants sont dans la rue en train de manger. Il faut que ça finisse. Je vous remercie. Merci, doyen Mao. Merci pour ce plaidoyer. Voilà. Parce que là, vous êtes revenu sur la nécessité qu'il y a à agir pour retirer ces enfants de la rue. Vous êtes revenu sur les mots, ces mots qui blessent notre société et qui hypothèquent l'avenir des générations et des générations de Sénégalais et aujourd'hui de Sénégalaises, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sont plus seulement les garçons qui sont dans les rues, mais également nous avons de plus en plus de filles, comme l'a noté professeur Diouf tout à l'heure dans ses propos. Voilà. Avant de passer la parole à Marietou, je voudrais que vous me permettiez de remercier Madame Khalia Aïdara. Voilà. Qu'on soit ici aujourd'hui ne me surprend guère, te connaissant depuis un peu plus d'un quart de siècle. J'avoue que ça ne nous rajeunit pas, mais j'étais toujours vue aussi humaine. Et peut-être que les autres peuvent penser que c'est une passion qui t'a rattrapé sur le tard, mais moi qui t'ai connue beaucoup plus jeune, même si tu l'es encore, je sais qu'en fait, tu as toujours été là pour ces enfants, parce que je t'ai toujours vu avec les talibés, oui, au niveau de l'université, de la cité Claudel, etc. Donc je sais à quel point tu tiens à ces êtres fragiles, sensibles, et dont tu as toujours pensé que la place n'était pas dans la rue, mais ailleurs, c'est-à-dire recevant à la fois une formation religieuse, mais également une formation pédagogique qui leur permettra, qui certainement va leur permettre d'être des adultes responsables et qui vont s'en sortir dans la vie. Donc vraiment, c'est une dame de cœur. Voilà, Khalia, ma chère. Et aujourd'hui, j'avoue que je n'étais pas du tout dans les conditions pour venir modérer cette activité, parce que je n'ai quitté la clinique que le jeudi dernier. Ah oui. Donc, mais je ne pouvais pas ne pas venir. Voilà, c'est une manière pour moi de soutenir ton action. En tout cas, merci. Merci, Khalia.
Merci bien, madame. Bonjour à tout le monde et bonjour à toutes et à tous. Donc c'est pour moi effectivement un grand plaisir de prendre parole. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je pense que c'est simplement la générosité du docteur Khalia Aïdara que je remercie, mais également que je félicite. Je sais que c'est également, comme l'ont dit beaucoup d'entre nous, une vraie militante, une passionnée de cette cause-là. Ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble. Donc je profite également, excusez-moi, je profite également pour féliciter les panélistes. Vraiment, c'est des contributions de haute facture qu'on a eues. Et je vous félicite encore une fois. Alors, moi je m'appelle Issa Saka, comme elle l'a dit, je suis le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Free the Slaves. Et comme vous l'entendez, Free the Slaves, c'est littéralement libérer les esclaves. Puisqu'on travaille sur cette question-là, qu'on appelle la traite des personnes. Donc, qui n'est rien d'autre que l'exploitation économique des personnes. Alors, si on parle de la mendicité, malheureusement, c'est un phénomène très complexe. Mais pour nous, l'approche, c'est vraiment de chercher à libérer des jeunes qui sont soumis à une exploitation économique. Le doyen Mao l'a dit, il y a une cartographie qui a révélé que dans la région de Dakar, il y a 30 000 enfants qui mendient au quotidien. Si vous prenez 30 000 enfants qui donnent 500 francs par jour, ça vous fait 15 millions de francs CFA par jour. Si vous le faites sur l'année, ça fait 5 milliards et quelques. Rien que dans la région de Dakar, donc il y a des adultes qui récupèrent 5 milliards de francs CFA sur le dos des enfants, soi-disant au nom de la religion, au nom d'Allah. C'est simplement cela. Et si vous le faites sur le Sénégal, ce sont donc des dizaines de milliards. Donc c'est une pratique qui est très ancrée, qui est très ancienne, qui est adossée à la culture et à la religion, mais qui n'est rien d'autre qu'un business pur et simple. C'est de l'exploitation économique. Donc il y a des lois, il y a des initiatives au niveau étatique, au niveau communautaire, mais ça persiste. Donc il y a des raisons qui ont été évoquées, mais je pense qu'à mon avis, en tout cas l'un des moyens qui pourrait permettre vraiment de mettre un terme à cela, c'est l'application de la loi. Il y a une loi qui existe au Sénégal depuis 2005 qui réprime le phénomène. Le Sénégal a ratifié toutes les conventions, mais qu'est-ce qui fait que justement cette loi n'est pas appliquée? Je pense que si elle était appliquée, on aurait pu au moins avoir un début de solution. Mais je ne vais pas être très long, je voulais simplement donner cette contribution-là et vous remercier, vous dire également qu'on est à côté de vous, puisque c'est une initiative qu'il faut prendre en charge collectivement. Une seule structure, seul l'État ne peut également pas le régler définitivement. Donc je vous remercie, madame. Bonjour, je m'appelle Fatoumata Tako Soumaré, professeure de philosophie au lycée mixte Maurice Delafosse et enseignante vacataire au département de philosophie de l'UCAD. Je tenais à remercier Dr Khalia Aïdara. Vous savez, dans notre imaginaire collectif, à chaque fois qu'on parle de la lutte contre la mendicité des enfants, les gens pensent que nous sommes en train de stigmatiser la religion musulmane, les daras. En tout cas, moi personnellement, tous ceux à qui j'ai convié à cette activité, je leur ai dit qu'il s'agit surtout de l'enfance. Venez, nous allons célébrer l'enfance. Et c'est extrêmement important. Je salue au passage professeur Ismahan. Vous nous avez véritablement replongé dans nos cours de psychanalyse 2011-2012 et véritablement c'était hyper intéressant. Et je remercie notre consoeur sociologue. J'ai vu aussi le nouveau concept des daras modernes. C'est vrai que c'est coûteux, mais je pense que c'est extrêmement important et c'est à encourager, vulgariser. Dans son intervention, Ismahan a eu à parler des traumatismes de l'enfance et des traumatismes de l'adulte. Vous savez, et comme elle l'a si bien dit, nous, en tant qu'adultes, on peut même développer des mécanismes de défense. On peut se libérer de tout ce qui nous traumatisait. Mais qu'en est-il de l'enfant? Entre 4 et 10 ans, l'enfant qui vit des traumatismes. Sachant que Sigmund Freud dit que l'enfant est le père de l'adulte. Alors, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller voir Ismahan
pour véritablement réfléchir sur des solutions à apporter à tous ces enfants-là qui ont vécu des traumatismes. Et j'aimerais vraiment, professeur, si le temps vous le permet, que vous puissiez au moins nous donner quelques orientations pour voir comment faire face à ces enfants vulnérables qui ont eu à être traumatisés quelque part dans leur vie et à cet âge-là. Je vous remercie. Merci et bonjour à toutes et à tous. S'il vous plaît. Merci, chers panélistes. Je vous remercie vraiment de vos brillants exposés qui peuvent constituer aujourd'hui un laboratoire scientifique où peuvent ressortir beaucoup de solutions. Bon, moi, je m'avais directement posé 2 questions. À la suite de l'intervention de mon prédécesseur, effectivement, on note aujourd'hui beaucoup d'associations, organismes non gouvernementaux qui interviennent dans ce domaine à travers la mendicité, l'exploitation des enfants. Et effectivement, les actions et les interventions sont dispersées. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des mécanismes ou bien des dispositifs d'une gouvernance concertée par la société civile ou bien d'une gouvernance locale qui prend en charge l'aspect de, comment dirais-je, de la mendicité ou bien l'exploitation des enfants. Ça, c'est un. Tantôt, vous avez parlé de la territorialisation de politique publique ou bien de la politique de l'enfance. Mais je demande aussi, est-ce que, surtout à Doyen Mao, par rapport à votre expérience, est-ce qu'il existe vraiment des cadres de concertation, que ce soit régionaux ou départementaux, qui aussi s'occupent de la question de l'enfance? Mais avons-nous réellement une politique de l'enfance, ou bien qu'on a un corpus juridique qui punit des fois, les délits liés à l'exploitation de l'enfant? Merci. Voilà, donc, je disais juste que nous sommes contents aujourd'hui de venir ici donc, pour participer à ce panel si important. Voilà, donc les panélistes également, c'est un grand remerciement pour le grand apport que vous avez tout à l'heure souligné sur la question de la mendicité au Sénégal. Nous aussi, on travaille de façon quotidienne sur ces questions-là, parce que l'AMS, association qui a existé depuis près de 30 ans, 1992, qui travaille dans les écoles et les universités pour participer donc, à apporter des solutions aux fléaux contemporains plutôt. Donc sur la question de la mendicité, je voudrais apporter une petite contribution avant la question. Je disais juste que le constat moi que j'ai fait est qu'aujourd'hui, cette mendicité-là, elle a remplacé donc, une situation qui était avant beaucoup plus compliquée. Moi, je viens des villages. Là-bas, les Dara, ce que j'ai vu là-bas, c'est encore plus compliqué que la mendicité. Vous voyez quelqu'un, un Sering Dara par exemple, qui a près de 200 à 300 talibés qui sont dans sa maison, qui apprennent le Coran, mais qui a également des champs. Vous voyez des enfants de 5 ans et de 6 ans qui font des travaux champêtres, par exemple de 8h à 11h sous le soleil, ou bien de 8h à midi. C'est encore plus compliqué. Moi, je pense que ça fait partie des solutions que l'État intègre définitivement les Dara. Maintenant, une fois que cette chose est acquise, les gens qu'on voit maintenant dans les rues en train de manger, on va essayer de voir d'où viennent-ils. Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des enfants qui sont là dans la rue. Ils ne sont pas des talibés. Il y a quelqu'un qui a souligné ça tout à l'heure. Les enfants qui nous viennent des pays voisins. Ça, l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut prendre les responsabilités nécessaires. Si on doit les renvoyer chez eux, on les renvoie chez eux. Ou bien si on les case dans des peut-être circonstances ou bien des endroits où on peut peut-être participer à leur épanouissement ou bien les envoyer dans des écoles spéciales pour ça, je pense que ça aussi c'est important. Maintenant, par rapport à la question que je voudrais poser, j'ai entendu ici beaucoup de solutions, mais la question que j'ai, c'est par rapport à tous les panélistes. Si aujourd'hui vous avez une solution stricte et définitive à proposer, quelle serait cette question-là? C'est-à-dire, si on devrait éradiquer définitivement la mendicité d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quelle serait la mesure la plus exacte ou pertinente qu'on pourrait mettre en place pour mettre définitivement en terme ce fléau?
Salam alaikum. Je voudrais saluer et remercier les panélistes parce qu'ils ont parcouru pratiquement toute la chaîne de valeur du capital humain, allant de l'aspect psychologique à l'aspect de la prise en charge physiologique. En tout cas, merci pour tous ces éléments que vous avez apportés pour enrichir les débats. Merci à l'organisation, merci à Dr Khalia Aïdara. Nous connaissons son engagement et elle a un cœur d'ange. Elle a un cœur de princesse et ce n'est pas un hasard qu'on se réunisse aujourd'hui. Nous connaissons les maux dont nous souffrons. Certes, on n'aurait même pas besoin de ce panel-là parce qu'en parcourant les rues, nous voyons, nous sentons, nous touchons même cette misère-là. Et le film que nous avons suivi tout à l'heure, Je m'appelle Mort, n'est juste qu'un élément qui nous permet de comprendre. Et tous les éléments qui ont été donnés durant ce panel le confirment. Donc le Sénégal ne souffre pas de discours. Tout a été dit. Il nous faut passer à l'action. Et malheureusement, une seule association telle que les Oliviers ne peut pas régler le problème. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées ça et là, de façon dispersée. Et aujourd'hui, je crois qu'il nous faudrait une convergence. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir de ce panel-là, demander par exemple à tous les intervenants de se réunir autour des Oliviers pour établir un élément de plaidoyer qui va faire converger toutes les associations qui travaillent autour de la question de l'enfance et contraindre l'État et demander à l'État d'aller vers les assises de la petite enfance ou les assises de la famille. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que c'est important qu'on prenne en charge ces éléments. Et le président Macky Sall avait institué le 28 mai comme journée du dialogue national. Et je pense qu'on peut arriver à ce niveau-là pour demander à ce que, dans peut-être 2 ans, qu'il y ait un dialogue national sur la mendicité, sur l'enfance. Je pense qu'il faudrait arriver à ce niveau-là parce qu'il faut un consentement éclairé. Si les gens ne sont pas prêts à adhérer, c'est un coup d'épée dans l'eau. Moi, je pense que c'est cela qu'il faudra envisager et aller vers l'élaboration d'un agenda. Un agenda pour que, à l'horizon, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on ne parle plus de mendicité. Nous en avons la possibilité. En tout cas, merci à tous, merci à docteur et bon vent pour les initiatives. Je suis oublié de me présenter, je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop, professeur de grec au département de langues anciennes, j'interviens en philo et je suis très heureux de prendre part à cette grande activité. Merci. Donc, pour moi, il y a des contributions, mais en même temps des questions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il existe des structures qui s'occupent. Oui, dans les 48 départements du Sénégal, il y a ce qu'on appelle les comités de protection de l'enfant, présidés par les préfets. Donc, au niveau de l'architecture institutionnelle, franchement, je dirais machallah. Vraiment, au contraire. Il y a tellement de structures qui s'occupent de l'enfance. Il y a la direction de la protection des droits de l'enfant, etc. Il y a la direction de la protection judiciaire et sociale au ministère de la Justice. L'autre direction, c'est au niveau du ministère, comment ça s'appelle, de la famille et des solidarités. Il y a tellement de structures qui s'occupent de l'enfance qu'on s'y perd. Et je pense que le Premier ministre a annoncé la rationalisation. Je pense qu'ils vont faire, j'espère, on va apporter le plaidoyer pour qu'au moins ce qui y ait, à mon avis, plus d'efficacité et d'efficience. Il y a une politique nationale de la protection de l'enfant, puisqu'il y a la stratégie nationale de protection de l'enfant. Pour les ONG, la société civile, on a des cadres, beaucoup. Là-bas aussi, il faudrait mettre un peu de cohésion, de cohérence, etc. Moi, je l'ai rencontré dans le cadre du mouvement national de la protection de l'enfant.
que j'ai rencontré, je dis toujours c'est mon shérif, voilà, professeur. Donc tous ces cadres existent, partout, à mon avis. C'est là. Mais le phénomène, on ne peut pas dire que les choses n'ont pas bougé, mais le phénomène est quand même là. Bon, il y a le monsieur qui a parlé des enfants étrangers. Moi, je pense que les Sénégalais n'ont pas le droit de faire de la stigmatisation. Les Sénégalais sont partout dans le monde. Vous allez en Chine, le village le plus reculé, vous trouvez des Sénégalais. Moi, je fais des études, moi qui vous parle. J'ai fait des études. La cartographie, ça fait, je peux vous assurer, hein, depuis 2004, quand j'étais à l'UNICEF, la première étude réalisée, c'était à Dakar, les enfants de la rue à Dakar. Les enfants qu'on dit étrangers, qui sont des Africains, pour moi, je ne suis pas un africaniste, je le dis haut et fort, et je l'affirme. Hein, les enfants dits étrangers, qui viennent, la plupart viennent de Guinée, c'est 8%. Moi, le truc que j'ai mené en 2014, hein, les enfants étrangers, c'est 8%. Ce qu'ils appellent enfants étrangers, c'est des Maliens, des Guinéens de Conakry, mais surtout des Guinéens de Bissau. Il y a les Gambiens. Mais il y a un discours, non, je comprends, mais je ne pense que les enfants sénégalais aussi sont malades. Hein. Il n'y a pas que les enfants trucs là, dans le Toudou. Dans le Toudou. Et tous les enfants dans ce pays, tous les enfants, y compris les enfants étrangers, ce qu'on appelle entre guillemets enfants étrangers, ils ont des droits d'être protégés. Je suis d'accord avec vous et on a eu beaucoup d'expériences de rapatriement des enfants. Mais en respectant leur dignité et leurs droits. Pas qu'on les sorte du Sénégal, parce que certains sont membres de la CEDEAO. Mais l'enfant, sa place, c'est dans sa famille. La place de l'enfant, etc. Bon, je pense que c'est des valeurs. Le Sénégal aussi est parti. Est parti État. J'ai oublié s'il y a des juristes ici, à des conventions. État parti. Il y a le droit humanitaire de libre circulation des personnes et des biens. Je vous assure que si on devait rapatrier tous les Sénégalais qui sont dans le monde, comme Trump a fait là, il y a l'avion, donc les Sénégalais doivent arrêter ce discours. Les étrangers disent là, je suis d'accord qu'il faut la réglementation, je comprends. Peut-être c'est plus facile de sortir les enfants. Mais il y a quelque chose aussi, je ne suis pas d'accord. Certains disent oui, bon, Serigny, dañuy wax ne dañuy stigmatiser daara yi suñu leen war a stigmatiser dañ leen di stigmatiser église yi suñu leen war a stigmatiser dañ leen di stigmatiser yelwaan bi xale yuy yelwaan man def naa toutes les enquêtes 90% des enfants qui mangent proviennent de certains daara. C'est pas tous les daara, je suis d'accord. Mais di nga dégg suñ ko waxul suñ ko man di nga ragalatuma dara xëy na bientôt ma wuy ji sama borom dégg mais je me prépare déjà la première question buñ may suñ ma suulee ba pare la première question buñ mën a reposer lu tax nga doon seetaan xale yi ñu leen di def lii dégg donc pour moi wax ne ay affaire kii nan la tudd du daara yi c'est pas vrai. Man dëkk Hann Maristes daara yu bari Saalum lañ jógee man ba mu wër naa partout dans le monde au Sénégal daara yu bari man amoon na temps ci nuñ la jógee tukulóor yi mais il y a eu je rends aujourd'hui hommage à beaucoup d'intellectuels sénégalais comme Mamadou Ndiaye qui fut chef du département arabe nekkoon na fi institut islamique. Je demande à tout le monde, vous êtes des étudiants, de lire son ouvrage. L'islam l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Il faut le lire. Il a fait une démarche intellectuelle, prof. Il a dit quelle est l'origine. Il est parti. L'université Sankoré de Tombouctou, où à l'époque, avant la colonisation, il y avait plus de 30 000 étudiants à Tombouctou. Aucun étudiant
Nomandjé. Moi qui viens du Fouta, avec la révolution des Torodo, tous les étudiants, les Dara d'abord c'était dans les mosquées et il y avait une bourse qu'on accordait aux étudiants. Je veux terminer à mais malheureusement, mais je demande aussi, je vous le disais tantôt, la dernière étude sur la mobilité des enfants a été réalisée par Child Fund en 2024. J'ai participé à cette étude avec le docteur Rochoya. Parce que les étudiants aussi, il faut faire la recherche. Vous êtes en philo, mais ça ne vous empêche pas de faire la recherche. Le maire, là, il est parti. Il te disait, Khalia, disait oui, que quand tu donnais des cours, lui, oui, mais je rappelle Karl Marx qui a dit que tous les philosophes qui m'ont précédé n'ont fait qu'interpréter l'histoire alors qu'il s'agit de transformer l'histoire. Transformons nos sociétés. Merci. Voilà. Merci, doyen Mao Wan, pour votre brillante intervention. Nous vous remercions pour vos convictions. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour les enfants toutes ces longues années. Merci à vous. Voilà, je profite du fait que j'ai le micro pour donner mon point de vue. Ça ne devrait pas être le cas, mais bon, je m'arroge ce droit. Voilà, donc c'est par rapport à l'intervention de quelqu'un dans la salle. Oui, vous allez répondre. Je vais vous donner la parole après. Voilà. Par rapport aux enfants qui viennent d'ailleurs. Personnellement, je suis contre qu'on aborde les choses sous cet angle. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que je suis une panafricaniste. Pour moi, l'Afrique est une. Et donc, on ne devrait pas penser en termes de frontières, en tout cas africaines. Ça, c'est des convictions personnelles. La deuxième raison, c'est que si on part, et là vraiment j'évoque un peu la philosophie, bien que Sartre ne fait pas partie des philosophes que je visite très souvent, mais il a dit quelque chose d'essentiel à travers l'existentialisme et l'humanisme. Cela veut dire quoi en termes très simples? Cela voudrait dire tout simplement que nous sommes responsables de tout le monde, quelle que soit par ailleurs leur origine, quel que soit par ailleurs leur ancrage socio-culturel et leur époque. Donc, il faut penser que nous sommes seulement responsables de ces enfants et ne pas chercher à dire tel enfant appartient, est membre de ma communauté, est membre de ma culture ou est membre de ma société ou de mon pays. Les problèmes le problème de l'enfance nous interpelle en tant qu'humains, tout simplement, en tant qu'humains seulement. Et je crois que c'est à cela que Khalia nous a invités ce matin, c'est-à-dire de mettre en exergue notre humanité pour affronter ce problème, c'est-à-dire la mendicité des enfants dans les rues de Dakar. Voilà. Là, on m'avait donné quelques questions écrites. Le doyen a déjà répondu à l'une des questions. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole aux autres. Avant de donner la parole aux autres, je vais lire le reste des questions. Excusez-moi. Là, la première question, c'est prier de remettre en question la responsabilité de l'État dans cette dérive sociale. Ça, c'est la première question. Deuxième question, les lois existent. Il faut les appliquer systématiquement. Bon, je ne sais pas si c'est une question ou bien tout simplement si c'est un point, si c'est une contribution. C'est un constat. Voilà. Et là, vraiment, je suis d'avis avec vous. Il faut appliquer la loi. Et une fois la loi appliquée, on n'aura plus d'enfants dans le monde. Voilà. Troisième question, c'était pourquoi le retour
initié par l'ancien régime a été interrompu. Des talibés, oui. 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 Voilà, c'est ça la dernière question. Je donne la parole donc cette fois-ci, non pas aux dames, mais voilà, mais au professeur Diouf. Happiness, moi j'ai pas de problème avec. Merci beaucoup, merci Fanta. Moi je vais juste intervenir sur un aspect de ma présentation. Ça c'est un document. Attends, désolé. Je disais tantôt, ça c'est une étude scientifique. Effectivement, j'ai soulevé la question sur l'origine de ces enfants, les profils, et je rappelle que l'étude a été réalisée à Yoff, un quartier de Dakar, à Yoff. Je connais très bien parce que depuis 2005, j'interviens dans une ONG, depuis 2005 autant pour moi, dans une ONG là-bas à Yoff, où j'étais coordinateur du projet qui s'occupe des talibés, des enfants de la rue dans les daras. Mais à aucun moment, je crois que c'est important de ne pas stigmatiser. Nous avons tendance, et je parle de manière générale, nous, Africains, nous mettons de manière générale, quand il y a un problème, c'est l'autre. Ou quand il y a des problèmes, ce sont les autres. On ne se remet pas en question pour dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Mais tant qu'il y a un problème, même dans la famille, on dit c'est l'autre, c'est telle personne, c'est telle personne. Alors qu'il faut se remettre en question. Il ne faut pas stigmatiser. L'étude a montré qu'en réalité, parmi les daras que moi j'ai fréquentés, que je connais très bien, il y a beaucoup de daras wolof, mais également il y a des daras peul. C'est ça la réalité. Mais il ne faut pas stigmatiser. Et moi, pour moi, les enfants, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, tous les enfants ont le même droit. Peul, Ndiago, chinois, japonais, un enfant c'est un enfant. Et un enfant c'est un don du ciel, comme j'ai l'habitude de dire. Ils ont tous les mêmes droits. À mon avis, je crois que c'est important de clarifier cela. Pourquoi les politiques? Il y a des politiques en réalité. Il y a des politiques prises par l'État sur la protection de l'enfance. Mais ces politiques ne sont pas appliquées sur le terrain. Je prends un exemple tout simple. Ici, dans la salle, vous vous souvenez, avec l'ancien régime, en 2014-2016, je crois, 2016 sous Macky Sall, je ne sais pas, où on ramassait les enfants. Pendant 2 semaines, on ne voyait pas les enfants. Hein? 2016, juin 2016, je me rappelle. Où pendant 2 semaines, on ne voyait pas les enfants dans les rues. Pourquoi cette politique n'a pas abouti? Parce qu'en mon avis, en amont, il fallait intégrer tous les acteurs concernés par ce projet-là. Les marabouts, les enfants, les acteurs qui interviennent dans les organisations internationales, les ONG, les parents, les marabouts, discuter. Parce que chaque acteur a sa perception, sa façon de voir l'enfant. Dans l'étude que j'ai présentée, mais il y a des marabouts qui me disent, moi j'étais talibé, et donc c'est normal pour que l'enfant également va dans la rue. C'est sa perception, je ne juge pas. Moi je dis, il ne faut pas juger. On n'est pas là pour dire c'est bon ou c'est pas bon, hein, mais on est là pour rendre compte de ce que l'étude a montré. C'est ça que je vais à préciser. Voilà, merci. Donc, je donne la parole à Fatou Dramé d'abord. Ensuite, Madame Soukaïne Diop, on termine avec vous. Merci beaucoup. Alors, je ne reviens pas sur la question de la mendicité des étrangers. Je pense qu'on a à suffisance répondu à cette question-là. Et je m'aligne sur les réponses qui ont été données à ce propos. L'autre question, si les doyens sont avec nous, je pense que c'est un de nos doyens, alors quelqu'un derrière qui a posé la question de savoir, mon collègue de l'AMS qui demandait est-ce qu'il y a une solution définitive? Si on devait avoir une solution définitive, laquelle serait-elle? Je pense que la question elle est importante, elle mérite qu'on s'y attarde. Mais pour cela, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il n'y a pas une solution standardisée toute faite qu'il faut appliquer pour éradiquer ce phénomène-là. Eu égard justement à la complexité du phénomène, une seule solution ne saurait l'éradiquer. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est une convergence d'intervention, d'action et de stratégie, d'acteurs et de politique. Alors, la problématique des enfants des rues ou de la mendicité des enfants. Mon collègue Issa Saka
a parlé tout à l'heure de l'impérieuse nécessité d'appliquer la loi. Il y a une loi appelée la loi 2005-08 qui criminalise l'organisation de la mendicité d'autrui qui n'est pas appliquée à suffisance. Ça, on le sait. Et il a appelé à l'application de la loi, disant que si elle est appliquée comme elle devrait être, on arriverait à une éradication totale. Ce dont je ne suis pas totalement en phase. Il est vrai que la loi est là pour être appliquée. Mais elle seule ne suffit pas parce que le phénomène, ce n'est pas seulement un problème de juridiction, ce n'est pas un problème justement de loi simplement. C'est un problème social, sociologique, anthropologique, historique qui est ancré dans nos communautés. Comment est-ce que nous allons arriver à déraciner un problème qui est aussi ancré dans nos veines nous-mêmes? Il faut plusieurs choses. L'application de la loi, le cadre juridique, le renforcer, l'appliquer, c'est une excellente chose. Il faut commencer par ça. Mais les enfants qui sont déjà dans la rue, on en fait quoi? Il faut repenser notre prise en charge. Comment est-ce que nous prenons en charge ces enfants-là? Pour en venir à l'interpellation du doyen que je mets dans la même question, à un moment donné, sous pression, l'État a essayé de retirer les enfants. Comme disait mon collègue, c'est une solution qui n'a pas été pensée, structurée. C'est une solution qui a été prise en réaction à des pressions que nous connaissons tous. On a ramassé les enfants pendant 2 semaines. La première question qu'on s'est posée, c'est dans le bus. Où est-ce que nous allons mettre ces enfants que nous venons de récupérer? Parce qu'il fallait d'abord les récupérer. Vous pensez qu'un État qui a une politique structurée de l'enfance agit comme ça? Mais quand nous retirons les enfants, où sont les structures de prise en charge? J'étais au ministère de la Femme et on s'est dit, on a le centre Guindi. Mais quelle est la capacité d'accueil du centre Guindi? On ne retire pas les enfants de la même rue, de la même manière, parce qu'ils ne sont pas arrivés dans la rue de la même manière. Quels sont les facteurs qui ont poussé les enfants dans la rue? Il y a des facteurs push dans les familles, dans les daras. Ça veut dire les facteurs qui poussent les enfants hors du cercle familial ou du cercle de l'apprentissage. Ça peut être les violences, ça peut être le mauvais traitement, ça peut être etc. Mais ceux qui sont venus de la famille, parce que tous ne viennent pas des daras, il y en a qui sont sortis des familles. Quelles sont les conséquences ou alors les causes de la présence des enfants venus des familles? Il y a un délitement des liens familiaux. Quand vous ramassez des enfants qui sont dans la rue parce qu'il y a des facteurs pathogènes dans la famille, si vous les retournez dans la famille, ils vont ressortir. Parce que vous n'avez pas réglé la question qui fait que les enfants sont retrouvés dans la rue. Les ramasser et pour faire joli dans la rue, pour embellir le décor, ne règle pas le problème parce que vous ne pourrez pas les insérer comme vous le voulez. Au-delà de ça, il y a des enfants qui ont fait une carrière de 10 ans de rue, 15 ans de rue, qui sont devenus aujourd'hui des hommes, des adolescents. Ces enfants, vous ne pouvez pas les réinsérer dans la famille. Le lien est brisé depuis longtemps. Mais quelle solution de réinsertion est-ce que nous allons trouver qui soit auprès des préoccupations de ces enfants? Ils ont besoin d'être insérés dans des structures d'apprentissage, des structures de prise en charge temporaire, des structures sanitaires, parce qu'ils ont développé une addiction à la drogue qui fait qu'aujourd'hui, les amener en famille, ce serait une catastrophe. Ils ne peuvent pas y rester, ils sortiront. Mais comment faire pour qu'ils ne ressortent pas? Donc la question de la prise en charge, elle est importante. La prise en charge aussi doit être calibrée aux besoins de l'enfant. Les enfants n'ont pas le même destin, ni les mêmes trajectoires. En fonction de la trajectoire de chaque enfant, la solution devrait être adaptée. Et le projet de vie de l'enfant doit être respecté. Les enfants sont dans la rue, mais ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce que nos stratégies sont définies en fonction des désirs des enfants? Ça, c'est une chose. Si on n'identifie pas les motifs de départ, il est difficile de les insérer. Quelqu'un a parlé également du réseau inter-association qu'il est important de mettre en place. Je vous disais à l'entame que moi, j'ai fait une recherche aussi de 2 ans sur la situation des enfants des rues et l'une des recommandations était de mettre en place ce réseau inter-association, les réseaux de toutes les associations qui gravitent autour de la problématique de l'enfant pour qu'on coordonne nos interventions, que les stratégies soient collectives pour plus d'impact. Je pense que 2 ans après la publication de cet ouvrage-là, qui était une recherche-action, il y avait ce réseau qui a été mis en place, mais qui a connu le même destin que tous les autres mécanismes qui sont mis en place, qui n'ont pas survécu, faute de moyens, faute de coordination, faute de plein de choses. La nécessité de se mettre ensemble, elle est toujours d'actualité. Mais est-ce qu'on va toujours ensemble? Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller toujours ensemble et définir des stratégies communes? Ça également, c'est problématique. L'autre chose qu'il faut faire, c'est redéfinir les politiques sociales de l'enfance.
Le doyen Mao en a parlé. La sécurité, vous en avez parlé. Les filets sociaux, hein, qui sont adaptés aux enfants. Ça existe que très timidement. Comment mettre en place véritablement les politiques sociales ciblant l'enfant. Mais les politiques sociales qui ciblent aussi les régions d'origine des enfants. Nous voulons que la migration des enfants s'arrête, que les enfants restent auprès de leurs parents, étudient le Coran. Mais quelles sont les politiques à mettre en œuvre dans les régions d'origine pour fixer les populations? Depuis 2004, des tentatives ont été faites par l'État, mais ça a connu le destin que nous connaissons. Comment redéfinir également ces politiques-là? Ça, c'est une question qu'on se pose. La lutte contre la dispersion des actions, hein, il y en a plusieurs. Khalia est dans son rôle, quelqu'un d'autre est dans son rôle, mais il y a une dispersion des actions. Même là, il y a une dispersion des actions politiques. Même l'État, il n'y a pas de cohésion, hein, institutionnelle autour de la politique de l'enfant. Même les institutions dédiées sont dispersées. Il y a plusieurs mécanismes, plusieurs agences, etc. Et l'État gagnerait à rationaliser pour plus d'impact dans ces interventions-là. Et pour terminer, la recherche-action. Je pense que Mao l'a abordé, mais la politique de la recherche-action. Si nous voulons avoir des politiques qui se fondent sur du factuel, il faut que nous développions la recherche-action. Que les étudiants s'engagent à faire des recherches, à nous permettre de mieux prendre le pouls de notre communauté. Comment est la société? Quelles sont les problématiques? La question de l'enfance, depuis qu'on en parle, il n'y a que des études parcellaires. Hein? Vous en avez fait, j'en ai fait. Peut-être que vous ne connaissez même pas celle que j'ai faite. Je viens d'entendre parler de celle que vous avez faite. Ça également, c'est une question qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. Donc, pour me résumer, il n'y a pas une solution standard, il n'y a pas une solution miracle. Il faut une coordination de tous ces efforts-là pour pouvoir venir à bout de ce phénomène-là. Merci beaucoup. Voilà. Sans plus tarder, on va donner la parole à Dr Soukaina Diallo. Voilà. Merci. Merci pour les questions, la question en particulier qui m'est destinée. Effectivement, c'est une question très pertinente. Comment est-ce qu'on gère ce grand nombre d'enfants qui ont connu des traumatismes dans la rue? Je pense qu'il y a eu plusieurs exemples, mais on est au Sénégal et il y a des réalités qu'on n'a jamais accepté de voir en face ici. Lorsqu'on voit par exemple les zones de guerre, les enfants soldats, ils ont mis en place des structures de prise en charge et des méthodes de prise en charge pour ces personnes-là. Les enfants victimes du trafic humain, les enfants de la rue sont des enfants victimes du trafic humain. Quand on a des conversations, par exemple, pour mettre en évidence ce statut de victime du trafic humain, les personnes disent « c'est pas la même chose, au Congo quand même, ils font du trafic humain ». On dit « mais ici, on fait du trafic humain toute la journée ». Énormément de personnes louent des enfants pour faire de la mendicité. Et ces personnes sont des trafiquants. Les familles qui les louent sont des familles de trafiquants. Et ces enfants sont des victimes de trafic humain. Donc, tous ces traumatismes que ces enfants vivent, régulièrement, on entend une histoire dans la presse et on est plus horrifié et dérangé par cette histoire et on n'a plus envie d'entendre parler de cette histoire. Et donc, personne ne s'attarde vraiment à prendre en charge la légalité, le point de vue de la prise en charge de la victime sur ce point-là. Il y a eu un travail qui a été mené pour comprendre comment est-ce qu'on met en place un système juridique qui rassure les victimes et qui permet une prise en charge psychologique des victimes. La problématique, c'est que nos États africains, on va parler du Sénégal dans lequel nous sommes ici, on a quelque part, on n'a pas encore intégré l'enfant comme un citoyen. Donc, par exemple, l'enfant qui vit un trafic humain, qui est victime de ce trafic, il a droit à la même loi, à la même prise en charge, à la même protection que n'importe quel autre citoyen. Mais on va mettre en place un système légal qui va mettre une menace et une violence sur la personne, mais on ne va pas forcément compenser et soulager la victime. Donc le problème, on va considérer que le problème à régler, c'est mettre cette personne en prison, mettre dans la presse, faire une prise en charge de la médiatisation et montrer que le système judiciaire fonctionne parce que cette personne est en prison. Mais tout ce qui reste comme traumatisme des victimes, des personnes qui sont prises en charge,
il n'y a pas d'investissement là-dessus. Il n'y a pas de réinsertion sociale, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Certaines actions sont mises en place et il faut les saluer, plusieurs personnes, mais de leur propre initiative, comme Mme Khalia par exemple, ont choisi de s'impliquer. Mais ce sont ces personnes-là qui soulèvent un projet, qui travaillent de leur propre temps, de leur propre investissement, avant qu'on ne réalise que c'est vrai que cette initiative est fondamentale et là on a envie de soutenir cette initiative. Or, l'action judiciaire doit être initiée en même temps que la prise en charge de la victime. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge de la victime, il y a eu plusieurs tentatives, et il faut le dire, dans les années précédentes, il y a eu plusieurs tentatives de prise en charge. Quand on a parlé de la capacité du centre Guindy, quand on a parlé de l'ASBEF, ces structures-là, elles ont été soutenues dans le passé, mais de plus en plus deviennent livrées à elles-mêmes. Ne sont pas aussi soutenues qu'elles l'étaient avant dans leur début. Or, la capacité d'accueil augmente, nos besoins en termes de capacité d'accueil augmentent, notre population augmente, les problématiques augmentent, les drogues dans les rues augmentent. Dans plusieurs pays, quand ils ont connu des conflits et que les enfants sont devenus des enfants soldats, des enfants qu'on prend pour mettre dans les mines, des enfants qui sont victimes d'agressions lors de passages de milices ou des choses comme ça, ils ont mis en place des prises en charge spécialisées pour ces personnes. Nous, on dirait pour l'instant qu'on n'a pas encore réalisé qu'il y a une situation d'urgence, qu'il faut mettre des cellules de prise en charge pour ces personnes. Et ça, c'est une nécessité. Il y a, il faut le dire, plusieurs ONG qui travaillent et qui se consacrent à ça, comme le SAMU Social par exemple, comme Village Pilote et comme certains groupes, le Village des Enfants SOS fait aussi une action dans ce domaine. Depuis longtemps, ils sont là depuis longtemps et ils font ça depuis longtemps. Mais il n'y a pas encore suffisamment de médiatisation de leur action. Et il faut qu'ils soient soutenus pour pouvoir mettre en place une forme de prise en charge psychologique. Il existe des modèles de prise en charge. Des recherches ont été faites. Des gens sont sortis de ces modèles de prise en charge avec une forme de bien-être et un rétablissement. Donc on sait que ça existe, on sait que ça peut marcher. Mais il manque l'action concrète pour les réaliser. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de ce panel de ce matin et cela nous a permis en fait de voir le caractère holistique des problèmes auxquels on s'affronte lorsqu'on aborde la question, cette question fort délicate ma foi, de la mendicité mais également de l'éducation au Sénégal. Voilà, je remercie les panélistes, Dr Soukaina Diop, Dr Fatou Dramé, oui, Fatou Dramé et Dr Samba Diouf et le Dr Mao Wan qui nous a quittés. Voilà, merci à vous.